Et c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, je vois que, dis donc, vous êtes super réactifs déjà dans le chat, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là, avant tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il vous plaît, faites-nous un petit signe avant tout. Ça serait super. Comme ça, on commence correctement ce petit webinaire. Nickel. Ok, merci Paul. Bon, mais écoutez, merci de nous rejoindre du coup pour ce webinaire un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, je suis du coup avec Paul de Startup Notion. On va présenter tout ça à la fois Startup et puis Louis, du coup. Paul, pardon, non pas du tout Louis. Paul étant son collaborateur, excuse-moi, petit Pas de bug de souci. dernière minute. Non, du coup, Louis et Startup Notion pour parler de knowledge management. Donc, je serais curieuse d'ailleurs de savoir si dans le chat, vous connaissez déjà ce terme et ce que ça représente. N'hésitez pas à dire oui ou non dans le chat. Et bien, écoute, on va parler plus précisément des clés, des principes importants du knowledge management réussi. En termes d'objectifs, c'est juste pour que vous puissiez repartir de ce webinaire-là avec des clés concrètes sur l'utilisation de Notion pour fluidifier votre organisation, votre boîte, votre entreprise, votre association, peut-être aussi, peu importe. Ça peut s'appliquer à au final, beaucoup de domaines. L'important, c'est de comprendre quels sont les principes clés, les piliers, afin de pouvoir après le transposer sur votre organisation en question. Prérequis, au final, pas tellement de prérequis. En principe, si vous êtes là, vous connaissez déjà Notion. Peut-être que vous connaissez déjà la communauté, ou peut-être que vous venez à travers le réseau du coup de Startup Notion. À voir, on ne sait pas trop. D'ailleurs, je serais aussi curieuse de savoir si vous venez plutôt du côté Notion France ou plutôt sur LinkedIn à travers vos posts à vous. Dans tous les cas, soyez les Je vois bienvenus. quelques personnes que je connais. Ouais. Écoutez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On va voir ça un petit peu. On va pas faire une battle, mais ça serait bien de savoir un petit peu qui est qui. Qui l'a dit? Un petit sommaire. Est-ce que tu veux juste rapidement passer sur le sommaire? Ouais, assez rapidement. Du coup, évidemment, le thème du sujet étant le knowledge management, on va principalement se parler de ça. C'est un peu le cœur aujourd'hui. L'objectif, c'est de faire un peu une introduction à ce terme un peu barbare qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui pourrait être un peu étranger du moins à ce qu'on peut voir dans une organisation. Donc, on va faire une grosse introduction à ça. On va parler de Notion, évidemment, hein, c'est quand même un peu notre bébé, on va dire, et Hmm. on va brosser un peu les raisons pour lesquelles Notion peut être un outil idéal pour les petites et moyennes entreprises. Et assez vite, on va passer sur différentes utilisations de Notion. On a eu l'occasion d'implémenter avec Startup Notion chez des clients ou de créer pour différentes case studies. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer différentes modes d'organisation en fonction de différents départements. On finira par une petite présentation de nous, Startup Notion, on s'appelle Sun aussi hein, pour les intimes, et Sympa. de la communauté Notion en France. Et on finira par une petite partie conclusion, questions-réponses, si on a encore un petit peu de temps. Voilà. J'en profite du coup pour vous dire que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser soit dans le chat, soit dans la partie Ask a Question. Pour ceux qui connaissent déjà Crowdcast, en principe, pas de nouveauté. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil-là, voilà, vous avez voilà, deux choix. N'hésitez pas, en tout cas. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, vas-y. Ok, super. Du coup, petite présentation au cas où vous ne me connaîtrez pas encore. Je m'appelle Camille, je suis responsable de la communauté France, enfin française pour la France, peu importe, pour Notion. Depuis, ça va faire bientôt un an, ça fait depuis octobre de l'an dernier. Donc concrètement, c'est un petit peu de community management sur plusieurs réseaux, notamment Discord, c'est disons que c'est là-dessus qu'on est principalement focalisé, mais aussi on a Twitter, une chaîne YouTube, on a un groupe Facebook, enfin bon, plein de choses autour, un site aussi. Et ça passe aussi par des événements, beaucoup d'événements, dont ce genre d'événements qu'on organise aujourd'hui. Et le but, c'est vraiment d'aider les utilisateurs, utilisatrices de Notion à comprendre un petit peu déjà à quoi sert l'outil, comment est-ce qu'on peut l'utiliser concrètement, dans quel cas de figure, et les bonnes pratiques, etc. Donc voilà pour moi. Top. Pour ma part, Louis de Jabrin, je suis le cofondateur de Startup Notion. On aura l'occasion de parler un petit peu plus de ce qu'on fait un peu plus tard. Globalement, moi j'ai un passif en marketing et en ce qu'on appelle barbairement grosse marketing.
Je travaillais en agence et en start-up avant de me lancer à mon compte sur de l'outillage no-code et l'automatisation. Et de fil en aiguille, je suis devenu intégrateur Notion. Et puis maintenant, avec Paul, on a cofondé le startup Notion pour aider les entreprises à grandir grâce au knowledge management et à Notion. Allons-y. Voilà. Hop. Trop bien. Alors, le knowledge management, on va faire la petite session définition du dictionnaire Larousse. C'est important. Pas du tout à Larousse, mais c'est important. Le knowledge management, c'est défini comme le processus d'organisation, de création, d'utilisation et de partage des connaissances collectives, au sein d'une organisation. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui touche à un moment donné à création d'informations, la création de données, la gestion de celle-ci au sein d'une entreprise et sa circulation relève du knowledge management. Derrière ce terme nouveau, en fait, c'est quelque chose qui est assez récurrent et assez courant au sein des entreprises. De fait, on en voit de plus en plus apparaître comme des positions au sein des entreprises parce qu'on se rend compte que les entreprises ont un vrai sujet sur la transmission du savoir, notamment dans des contextes de turnover plus ou moins importants. Les entreprises en croissance, notamment, ayant un vrai sujet là-dessus. Dès qu'une personne part, on peut quantifier assez facilement la perte d'information qu'il y a derrière et du coup la perte d'argent qui va avec. Donc le knowledge management, ça vient pallier à ça justement et permettre aux organisations de un peu mieux s'y retrouver dans toutes les informations, dans le savoir qu'elles ont en interne et qu'elles transmettent à leurs employés et que leurs employés ensuite transmettent à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs fournisseurs, etc. Là-dessus, j'ai pas de grand-chose à redire. Tu as super bien expliqué. Globalement, on considère, comme je disais juste avant, c'est une pratique qui peut paraître nouvelle, mais finalement qui touche un peu tous les départements ou toutes les pratiques dans une entreprise. Ici, on voit à peu près tous les mots-clés, le nuage de mots-clés que ça peut toucher. Donc évidemment, on va retrouver la documentation et l'information qui sont quand même les sujets les plus importants de l'entreprise. Tout ce qui est système d'information d'un côté, tout ce qui est base de savoir et formation de l'autre. Mais on va retrouver aussi tout ce qui est suivi des process pour les directions opérationnelles, par exemple. Toute la partie tech, peut-être que tu veux en parler un peu plus, Camille. Peut-être pas maintenant. Ouais. Ok. Bon, on ira plus en détail après en démo. Ouais. Mais on va y retrouver, voilà, globalement tout ce qui relève de l'organisation de chaque département, people, onboarding, technologie, relations clients, recherche utilisateur aussi, et évidemment tout ce qui est maintien de l'expertise technique au sein d'une entreprise. Les trois principes du knowledge management, ça va être la création, l'organisation et le partage de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Coupe-moi, hein, Camille, non, si tu veux prendre le relais. Je suis bien lancé pour je suis lancé. Donc, pour la partie création de l'information, on va distinguer deux sujets. Évidemment, c'est toute la création d'informations liée à la production. Donc, suivi de la production, suivi des process et de l'organisation de l'entreprise autour de la production. Il y a tout ce qui est création de l'information qui relève de l'extérieur. Donc, tout ce qui est sourcing d'informations, sourcing de données marché, sourcing de données clients, qui sont deux types d'informations qui sont profondément différentes. Dans un second temps, on a l'organisation de l'information, donc tout ce qui fait que la donnée se retrouve facilement au bon endroit, selon la bonne architecture, et pour les bonnes raisons, pour les bons objectifs. Et enfin, le partage de l'information, évidemment, une fois que cette donnée est créée et structurée,
s'assurer que cette information est partagée aux bonnes parties prenantes, au bon moment et au bon endroit. Qui est un point essentiel quand même. Enfin, ils sont tous évidemment, mais c'est vrai que le partage, il y a souvent des couacs à ce niveau-là. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet pour beaucoup d'entreprises, on le verra après parce que j'ai mis quelques petites data parce que j'aime bien ça, mais en fait, le vrai sujet, c'est que les entreprises perdent énormément de temps à la recherche de l'information. Et donc, s'il y a ces trois principes qui peuvent paraître assez simples, c'est que en fait derrière, on considère qu'on pourrait gagner 20% du temps d'un employé sur la création, l'organisation et le partage, la recherche d'informations. Ce qui est énorme. Ouais, ce qui représente 20% du temps d'employé, c'est 1 jour par semaine. Donc, c'est 4 jours et demi par mois. Ouais, c'est quand même pas rien. En termes de coût, rapporté au coût humain, c'est énorme. Donc pourquoi toute cette information est importante pour passer à l'échelle pour une entreprise, pour passer au next step, on va dire, de sa croissance. Je te laisse la main, Camille. Bon, évidemment, vous avez la liste sous les yeux, mais effectivement, on pourrait se dire que jusqu'à présent, c'est assez évident. On se dit, bah oui, c'est logique de pouvoir avoir accès aux informations au bon endroit, au bon moment, de manière assez catégorisée et claire, voilà, facile à lire et à comprendre par les bonnes personnes. Mais en fait, dans les faits, ça l'est relativement peu. Surtout comme en fait, on entend le dire, à partir du moment où une boîte va grandir, il y a très régulièrement des frictions qui viennent se mettre en place et du coup, on va commencer à perdre de l'information, ça va commencer à être dupliqué, enfin. Et du coup, pourquoi c'est important de faire en sorte de toujours garder ces détails-là en tête, en tout ces principes, disons, pour pouvoir continuer sur une croissance, on va dire, saine de la boîte, c'est entre autres pour ces raisons-là, tout ce qui touche à la prise de décision. Quand on a les éléments importants et utiles qui pourraient nous aider à une prise de décision interne ou externe facilement accessible, et ben c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir faire un choix éclairé. Et quand c'est un choix stratégique, ben c'est encore plus important de pouvoir avoir vraiment tout sous les yeux le plus rapidement possible, le plus concis, être sûr qu'on n'a pas perdu une info importante dans un dossier quelque part. Enfin voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. L'accès aux connaissances, du coup, on va un petit peu enfin, moi, je le dirais un petit peu, du coup, avec le point 8, qui est la formation, mais pas que, enfin, selon moi, dis-moi si je me trompe, si j'interprète un petit peu bizarrement, mais le fait de pouvoir faire en sorte que n'importe quel employé ou n'importe quel collaboratrice puisse avoir accès aux informations, aux connaissances dont il a besoin pour effectuer sa mission et continuer de se former et du coup passer, j'ai envie de dire, continuer de s'améliorer, d'évoluer dans l'entreprise. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, quand il y a des entreprises où il y a beaucoup de turnover, on perd énormément de connaissances propres qu'on n'aura pas forcément le réflexe de venir écrire, le réflexe de venir documenter. Parce qu'il y a des fois des petites astuces qu'on va mettre en place ou peut-être des choses que certaines personnes gardent en tête mais qu'elles ne documentent pas. Et une fois que ces personnes-là tombent malades, partent en congé maternité ou peu importe, ou paternité, ou qu'elles quittent l'entreprise, et ben on se retrouve en fait avec un véritable problème. Et en fait, si on arrive à documenter ça de manière claire et accessible et j'ai envie de dire transparente, et ben en fait on se retrouve quand même avec une épine dans le pied en moins. Donc dis-moi si c'était. Ouais, complètement. C'est vrai que pour les clients, pour nos clients, on va dire que près de 30% de leurs problématiques quand ils viennent nous voir, c'est ce sujet-là en fait. C'est d'un côté former les nouveaux collaborateurs et pas perdre de temps sur l'onboarding, et de l'autre s'assurer que quand il y a une personne qui part, soit de manière inattendue, soit que c'est un remplacement qui est prévu, eh ben, il y a un problème d'accès à ces petites choses du quotidien, que la personne avait, ce petit trick pour changer un bout de code quand on publie un article dans le blog,
cette petite manière de travailler avec ce client-là en particulier quand on est sales, ce genre de choses, c'est une vraie source de stress pour le management d'entreprise. Donc c'est vrai que bah ouais, on va dire c'est une donnée absolument abusive de ma part, mais un bon 30% des problématiques de clients, c'est ça. C'est ça. En point numéro 3, du coup, on retrouve évidemment tout ce qui est collaboration et création. Là, ça paraît un petit peu évident, mais forcément, si on travaille en équipe, c'est bien que toutes les personnes de l'équipe puissent avoir accès à une information à jour, complète et j'ai envie de dire oui, collaborative au final, puisqu'il y a plein de fois où on va retrouver, bon après, chaque entreprise fonctionne de manière différente, mais c'est quand même bien d'avoir généralement une entreprise assez transparente au sein d'une même équipe, suffisamment en tout cas pour que chacun puisse prendre véritablement part au processus de création, ou enfin, peu importe, mais prendre part à sa mission. Je pense que tu as sûrement des clients aussi qui viennent te voir peut-être pour des problèmes comme ça de documents non partagés, et du coup ça les freine sur leur projet, voilà, des choses comme ça, où on se dit, ah mince, on m'a demandé de travailler sur telle chose, mais au final je n'ai pas accès à telle chose et telle chose, et je ne sais pas par où commencer. Bon, c'est bête, quoi. Quand on travaille en équipe, quand même. C'est vrai que l'exemple le plus courant, c'est l'accès aux documents dans le cadre d'un projet, s'assurer que on ait une gestion de fichiers, rien que ça, avoir une gestion de fichiers qui est partagée, qui soit commune pour tout le monde, c'est déjà un gros step pour les entreprises, quoi. Ça, parce que ça peut vraiment nous ralentir. En fait, si c'est quelque chose de chronique, ça peut vraiment ralentir les collaborateurs dans la fonction, quoi. Circulation d'informations, bon, bah, au final, alors je sais pas si, parce qu'on a évidemment, on a préparé quand même ce webinaire, je me rends compte que là, je parle comme si je découvrais ça, mais non, c'est pas le cas, mais c'est juste parce que j'interprète les choses peut-être de manière un petit peu différente aussi. Personnellement, quand je vois ça, je pense notamment à, après, je te laisserai rajouter ta vision de la chose. Mais par exemple, tout ce qui est nouveauté ou update, enfin vraiment tout ce qui va toucher, bon pas que, hein, mais par exemple des nouveautés apportées au process, que ce soit interne, externe, enfin peu importe, une nouveauté par rapport au produit, par rapport à la marque en elle-même, l'entreprise en elle-même. Très souvent, ça va être, enfin je parle par expérience, on va recevoir des emails, on va recevoir des messages sur Slack, on va recevoir des choses assez volatiles. Et au final, cette information-là, OK, si on la consomme de suite, ça va. On peut se la garder en tête et puis après, ça va venir quelque part dans un coin de notre cerveau. Mais si on n'est pas disponible, par exemple, si on est en vacances à ce moment-là ou si on... Peu importe. Si on n'arrive pas à avoir cette information sur le moment, eh ben, on se retrouve avec une dette. Et toute cette information comme ça... envoyée par petits bouts, par petits morceaux, elle circule, certes, mais elle perd son impact. Elle perd totalement son impact. Et ça, c'est terrible. Bah, un exemple typique à ce niveau-là, hein, et c'est un exemple qui est très très courant au sein des équipes techniques, par exemple, c'est tout ce qui est circulation, c'est tout ce qui est communication autour des releases, des mises en production, tant en interne qu'en externe. Quand on a une boîte qui passe à l'échelle, ce qui avant se faisait facilement d'un bout à l'autre d'une salle, d'un open space, devient tout de suite très très compliqué quand on a un, deux bureaux ou bien juste quand on a une politique de télétravail qui est en place. Donc, forcément, mettre en place un système d'information et de circulation d'information est super important à ce niveau-là. Pour le maintien de la qualité et de la sécurité de l'information, c'est deux sujets qui sont très similaires et pourtant il est important de les distinguer. C'est évidemment la qualité de l'information au sens de la mise à jour, de s'assurer que chaque document, chaque process est maintenu. Et ça, évidemment, pour ça, il faut avoir un outil central, mais ça, on va y revenir. Mais il faut avoir surtout une méthodologie de mise à jour, c'est très très important. Une fois de plus, c'est pour de l'interne comme pour de l'externe, ça marche jamais. Pour ce qui est de la sécurité, évidemment, c'est aussi s'assurer que un document ne se retrouve pas sur l'ordinateur de quelqu'un qui se fait voler l'ordinateur. Évidemment, scénario catastrophe, l'ordinateur se fait voler par et la donnée est fuitée et récupérée par un concurrent. Là, on parle pour des boîtes qui ont des problématiques évidemment de sécurité importantes, mais c'est un sujet, l'air de rien, qui est assez récurrent, et surtout sur de la protection de la propriété intellectuelle.
Évidemment, il est important de mettre en place des outils et des méthodes à ce niveau-là. Et évidemment, l'amélioration continue qui répond à cet autre point finalement, qui est de s'assurer que tout cet ensemble vit bien et vit bien la croissance, vit bien l'agrandissement du nombre d'employés, du nombre de projets, etc. Voilà, formation, du coup, on l'a plutôt abordé dans le deuxième, mais évidemment, ça facilite quand même grandement l'onboarding et la formation de vos nouveaux et nouvelles collaborateurs et collaboratrices que d'avoir des informations claires, notamment aussi pour les formateurs qui ne sont pas forcément spécialisés dans les métiers du coup, des futurs collaborateurs ou collaboratrices. Enfin, moi, encore une fois, je parle par expérience, qui des fois se retrouvent à devoir donner des formations accélérées sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et si on ne leur donne pas les informations les plus récentes, les plus actuelles, les plus pertinentes sur les process, sur les informations clés, techniques, spécifications produits, etc., on se retrouve à donner en fait des mauvaises formations. Et là, de suite, votre futur collaborateur, il se retrouve un petit peu embêté, quoi, parce qu'il aura mal appris et vous perdez clairement du temps et de l'argent dans l'histoire. Donc, très important. Oui. Puis ça joue aussi sur la rétention évidemment des employés. Une première expérience onboarding conditionne énormément sur la suite de la relation avec un collaborateur. Donc évidemment la formation joue très grandement, très très grandement. Des bienfaits chiffrés, comme je disais tout à l'heure, je vais me dire les chiffres. On vous mettra les sources si ça vous intéresse. Mais on considère qu'on peut, avec un bon système de knowledge management, réduire de 35% le temps passé à la recherche d'informations. Évidemment, énorme. Et on peut augmenter de 20 à 25%. Évidemment, j'ai mis la fourchette haute parce que ça fait tout de suite plus gros, mais c'est de 20 à 25% la productivité à l'échelle d'une entreprise. Ce qui paraît énorme comme ça. Mais en réalité, quand on considère que, comme je disais tout à l'heure, 20% d'un employé est passé à la recherche et à la circulation d'informations, finalement, si on donne les bons outils, ce temps-là peut grandement être optimisé. Bien sûr, à ce niveau-là, et je pense que c'est un disclaimer qui est important de faire, il ne s'agit pas d'augmenter la productivité des employés pour plus les faire travailler ou plus les pressuriser, mais pour leur donner les bons moyens de travailler à leur niveau. Et donc, à la fin, aussi augmenter le bien-être au travail et le sentiment d'appartenance à une entreprise, évidemment. L'objectif n'étant pas comme je disais, les faire charbonner. Non, tu fais bien de le souligner. On parle beaucoup, moi c'est un peu un cheval de bataille pour moi, on parle beaucoup de productivité dans tous les sens, avec beaucoup de gourous de la productivité. Et moi je suis convaincu que la productivité, c'est pas tant une affaire d'individu qu'une affaire d'organisation. Et à ce niveau-là, justement, c'est aux organisations, aux entreprises, permettre à ce que un employé ait les bons moyens de travailler et les bons moyens de travailler avec les autres employés. Et les bons outils pour ça. Donc, je pense que cette augmentation de la productivité, elle joue grandement, on va dire. Tout à fait d'accord. D'accord. C'est un bon point parce qu'effectivement, on a tendance à l'oublier. Il y en a beaucoup qui aimeraient utiliser cette mode, ce renouveau pour la productivité 2.0 pour de mauvaises raisons. Exactement. Du coup, ce qui nous fait en venir finalement aux clés d'un bon knowledge management, d'un bon système de knowledge management. Donc, je rappelle, on se parle d'outillage et de méthodologie. Mais globalement, il y a des grands principes clés qu'on va retrouver. Le premier, c'est la capacité à fonctionner en temps réel, évidemment, parce que simplement la symétrie d'information, la symétrie temporelle d'information, c'est ce qui casse une dynamique, et qui empêche justement un fonctionnement fluide au sein d'un département, mais aussi entre différents départements. Par exemple, dans le cadre de la production d'une campagne, je parle en tant que marketeur forcément, dans la production d'une campagne marketing, type campagne sur les réseaux sociaux ou campagne de pub, il est très important de pouvoir se partager la donnée en temps réel
tant sur la production d'un visuel, la production d'un écrit et le suivi des résultats pour pouvoir faire de l'optimisation et qu'il n'y ait pas une information qui circule qui circule en latence par rapport aux résultats. Le deuxième point, c'est l'évolutivité. Ça veut dire quoi? C'est un bien mot. Ça veut dire qu'un bon système de knowledge management doit pouvoir s'adapter à la manière dont évolue une entreprise et la manière dont elle évolue en interne et vis-à-vis de son marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui fonctionne très bien avec 30 employés et un nombre de clients ou un nombre de projets à un instant T n'est pas du tout la même qu'une entreprise qui fonctionne bien avec 100 employés, avec un nombre de projets équivalent à un autre instant T. Et donc, un système d'information évolutif permet justement de s'assurer que tout le savoir d'une entreprise à 30 employés sert à l'entreprise à 100 employés et n'est pas juste à jeter et à renouveler. Et c'est le grand sujet de beaucoup d'entreprises actuellement et ça, je serais intéressé pour savoir combien de personnes ont vécu ça auprès de nos participants. Mais combien d'entreprises ont adopté un outil à un moment donné, se sont dit ça va être parfait, on va s'organiser parfaitement. Prenons un Trello par exemple ou un Asana. C'est super, ça marche très bien, on fonctionne très bien. Et puis 2 ans après, ils nous disent ah ouais non mais Asana en fait on l'utilise plus du tout, on est passé à autre chose et on a dû faire un hard reset, ça s'est fait dans la sueur et les larmes et la migration. Moi j'ai vécu ça, j'ai pas une expérience longuissime, mais en 6 ans d'expérience, j'ai vu ça au moins une fois par an dans différentes organisations qui sont en interne chez mes clients. Et c'est quelque chose qui est délétère au possible pour une entreprise. Donc ça c'est le principe d'évolutivité, il permet de pallier à ça, justement, de dire, voilà, à un instant T, j'utilise ce système-là, mais je le construis et je le mets à jour de manière à ce que demain, on soit 10 de plus, 20 de plus, et bien on puisse toujours s'en servir. Et ça va évidemment avec le deuxième, qui est le sur-mesure. Alors, le sur-mesure, si tu veux faire un mot dessus. Pourquoi pas. Effectivement, parce que sur mesure, on n'aura pas aucune... Enfin, s'il y a des entreprises qui ressemblent, mais globalement, là, on est en train de s'adresser quand même à une audience assez large. Donc, en fonction du type d'entreprise, en fonction du nombre d'employés ou de collaborateurs au total, en fonction du type d'activité aussi, du genre de département qu'elle comprend, on n'aura pas du tout les mêmes besoins en termes d'information, même si il y a certaines choses qui peuvent se recouper. L'important, c'est de pouvoir trouver un fonctionnement, un système d'information qui puisse s'adapter vraiment le mieux possible au fonctionnement de l'entreprise en elle-même. Et ça, après, c'est un vaste sujet parce que on parle d'organisation, on parle d'opérationnel et que c'est pas toujours évident de concilier la vision opérationnelle avec, dans les faits, la façon dont les employés se servent des informations. Et en plus de ça, c'est un sujet qui est d'autant plus difficile qu'on se parle de gros sous, en général, quand on parle de sur-mesure. C'est-à-dire que... Je vais l'écrire dans le cas où certaines personnes ne comprendraient pas trop, parce que c'est vrai que si on l'écoute à la française, et que c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que en termes d'outillage notamment, le sur-mesure, c'est tout de suite quelque chose qui peut effrayer, parce que c'est quelque chose qui est rapidement synonyme d'un coût d'implémentation énorme. Et en fait, de manière générale, en plus, il y a peu de plateformes, peu d'outils qui permettent le sur-mesure. Et du coup, la solution de repli, c'est souvent d'adapter son organisation à des outils, plutôt que d'adapter des outils à son organisation, faute de compétences en interne ou faute d'avoir l'outil adapté. Et ça, on le voit énormément. Enfin, sur le CRM par exemple,
le nombre de témoignages clients que j'ai eu sur des entreprises qui ont dû s'adapter à une organisation en passant sur un Salesforce, et du coup devoir comment dire, tordre leur mode organisationnel, leur mode même de relationnel vis-à-vis de leurs clients parce que ils sont passés sur un process plus industriel. Un bon knowledge management, c'est aussi de permettre que ce genre de transition se fasse évidemment plus facilement grâce à le maximum de sur-mesure. Et il y a des manières, on va le voir juste après, de le personnaliser, exactement. Et le dernier point, c'est la simplicité, parce qu'on veut, encore une fois, évidemment, faire en sorte que ça soit adopté par le plus grand nombre de personnes au sein de l'entreprise, et que si c'est trop complexe, que ce soit par manque de temps, par manque d'envie, entre guillemets, enfin, peu importe, il y aura toujours des raisons, il y a des personnes qui vont décrocher, ou qui vont regarder les choses à moitié. Garder les choses simples, c'est essentiel pour que ça puisse vraiment servir à tous et à toutes. Ouais. Ce qui rejoint d'ailleurs tout à fait la remarque de Younes dans le chat sur le single source of truth, qui participe énormément de ça aussi évidemment. Garder la simplicité, c'est aussi éviter les duplicats un peu partout. Les bonnes pratiques, les bonnes pratiques aussi, j'imagine, d'un bon knowledge management qui vont bien avec ces 4 points, c'est un espace central. Et ça aussi, single source of truth, on s'y retrouve encore pour éviter de démultiplier les sources d'informations et évidemment les outputs d'informations. Un mode unique de partage, ce qui n'est pas forcément évident à mettre en place, mais qui permet une fois de plus de s'assurer que tous les employés ont accès au même canal, ont accès au même niveau d'information, en tout cas à l'échelle de leur position et de leur département. Et c'est très important. Celle-là est plus tricky et j'ai conscience qu'elle correspond pas forcément à toutes les organisations et tous les modes de management. Mais une organisation bottom-up de l'information, je vais m'expliquer, désolé pour l'anglicisme, c'est une organisation où les besoins en information viennent de l'employé. C'est-à-dire que chaque employé au sein d'une organisation est censé être en mesure de dire de quoi il a besoin pour travailler, il ou elle a besoin pour travailler, et de quelle information il ou elle a besoin pour transmettre aux personnes avec lesquelles il travaille. Et donc, une bonne hiérarchie d'information commence à l'échelle de l'employé et termine à l'échelle du management. En tout cas, c'est un truc chez lequel nous, chez Startup Nation, on croit fort parce que justement, c'est aussi une bonne manière de s'assurer que une entreprise sera toujours sereine vis-à-vis de la manière dont les employés évoluent au sein de l'organisation, depuis la formation d'entrée jusqu'à l'offboarding. Et enfin, un flow d'informations bien compris pour que on ait une évolution à faire du jour où on a un agrandissement de l'équipe, un agrandissement de l'espace ou quoi, on sache exactement où faire évoluer notre système de knowledge management et à quel niveau et pourquoi. Pour ça, évidemment, on prêche pour notre paroisse. Hein. Évidemment. On a un outil ultime. Je te laisse présenter. Pas de souci. Je voulais juste, avant de passer du coup sur ça, juste voir si tout le monde tout le monde suit toujours, tout le monde va bien, parce qu'on a Younes qui nous répond dans le chat, mais faites-nous un signe pour voir si on ne vous a pas perdu. Et je continue du coup sur cette note-là. Évidemment, on va vous parler de Notion. Hein. C'est évident, on est là pour ça en partie. Pourquoi l'outil ultime? Alors, ultime, c'est un grand mot quand même, mais disons que ça reste un très très bon outil pour ce genre de cas de figure. C'est un espace ouvert d'accès. Bon, je ne vais pas le lire, pourquoi je le lis, mais je commence. Mais vous vous retrouvez du coup avec un outil centralisé. Après, à vous de gérer comment vous voulez créer votre espace Notion, mais on va essayer de prêcher aussi les bonnes pratiques. Vous allez pouvoir créer du coup un outil central pour votre entreprise, ouvert du coup à tous vos collaborateurs, collaboratrices, qui est du coup disponible sur plusieurs plateformes, plusieurs appareils en même temps,
vous avez l'information qui est modifiée en temps réel. Donc, si vous avez deux personnes qui travaillent en même temps sur un document, vous allez le voir littéralement en action sur la page. C'est à l'image de l'organisation, puisque c'est à vous de commencer, c'est à vous de créer à partir de zéro ou presque votre système. Ça peut être simple à utiliser, en fait, parce que très souvent, on a tendance à montrer des espaces Notion qui sont un petit peu complexes, etc. Parce que c'est vrai qu'on peut le rendre très complexe et très performant, mais on peut aussi faire des choses simples. Et là, je dirais que la difficulté, c'est d'arriver à créer un système qui est complexe dans sa performance et dans sa réflexion, mais simple d'utilisation. Minimaliste, disons. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que voilà, il faut bien réfléchir à l'organisation et au design en fait, de notre espace. Et du coup, versatile, parce qu'on peut évidemment l'utiliser pour tout ce qui est gestion de l'information, mais on peut aussi aller plus loin avec. Donc voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, c'est une parfaite présentation, parfaite présentation de Notion. Ça va. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous a pas mal conquis Notion parce que justement là où auparavant on a l'occasion d'utiliser de très nombreux outils très spécialistes pour plein d'actions différentes ou pour plein d'informations différentes. On se retrouve avec la possibilité et la potentialité de faire les mêmes actions avec le même niveau d'utilisation à l'échelle de la personne au sein de l'organisation, mais avec un seul outil. Ce qui permet évidemment de refaire les 10 dernières slides, à savoir s'assurer que la donnée est bien maintenue, sécurisée, qu'elle circule bien aux bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Enfin, voilà, Ça facilite. voilà, on va pas se répéter, mais ouais, c'est un outil qui a de très nombreuses potentialités à ce niveau-là. Et je te propose, Camille, que nous allions directement dans quelques utilisations. Alors, je vois le temps qui Oui. file, donc je vais présenter les 5 utilisations. Je pense pas qu'on aura le temps de rentrer spécialement en détail, à moins que tu me dises le contraire, hein, Camille, ou si on peut déborder un peu, en fonction de ce que dira. Ouais. Ouais. On va voir. Mais au pire, de toute façon, nous, ces utilisations, on va communiquer dessus, on va les partager. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter Paul, que je vois dans le chat, ou à me contacter, ou à contacter Camille pour en savoir un peu plus, évidemment. Alors, la première utilisation, évidemment, c'est évidemment, je ne sais pas d'ailleurs, hein, mais c'est le recrutement. On commence depuis le début. Commence depuis le début. Le recrutement d'un collaborateur. Lorsqu'on voit sous les yeux, c'est un dashboard qui est dédié à une équipe de talent acquisition qui permet au sein d'un même endroit, d'un seul et même espace, de suivre les job offers qu'on a en interne, donc savoir les besoins en recrutement, tout ce qui est package, tout ce qui est process de recrutement, tout ce qui est suivi de process, etc. De pouvoir publier évidemment des job offers en externe. Donc il y a deux modes à ce niveau-là. C'est évidemment d'avoir une page Notion publique sur laquelle on publie ces job offers. On en voit beaucoup et c'est une bonne pratique. Mais aussi tout simplement de pouvoir suivre les publications sur les différentes plateformes propriétaires qui existent, que ce soit un Welcome to the Jungle, un Indeed ou un Job Teaser. Ça permet d'un autre côté de pouvoir suivre évidemment toutes les candidatures à des job offers, le sourcing de candidats et le suivi des process, donc interview 1, interview 2, présentation du contrat, etc. Donc finalement, globalement, le rôle qu'on peut attendre d'un ATS, d'un outil d'aide au recrutement, mais qui serait lié du coup aux besoins des différentes équipes. Un dashboard de recrutement étant lié aux besoins en recrutement
d'une équipe marketing, d'une équipe ressources humaines, d'une équipe opération, d'une équipe stratégie, etc., etc. La gestion des opérations. Là, on est un peu plus sur une vision, on va dire high level, même si j'aime pas beaucoup cette, cette notion-là. Mais pour pouvoir, au niveau d'une direction opérationnelle ou au niveau de la direction d'une entreprise, pouvoir suivre les sujets un peu stratégiques de l'entreprise. Alors évidemment, là, c'est un exemple de, de données qu'on pourrait s'attendre à voir euh, auprès d'une direction opérationnelle. Évidemment, on peut en rajouter plein, on peut en enlever plein. Certaines entreprises vont pas forcément chercher ça en priorité parce qu'elles auront besoin de d'autres informations. Mais le principe est quand même le suivant. Le fait de pouvoir suivre d'une part tout ce qui est activité commerciale, chiffre d'affaires, etc. Pouvoir avoir une vue en temps réel, on en parlait tout à l'heure du temps réel, des opportunités, des contrats. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes au sein des studios d'Abbey Road, donc on a des contrats de distribution auprès de grands groupes que vous connaissez, j'espère. Et donc pouvoir dire, bah, voilà, là on a un client qui est en cours, on a une signature qui est imminente et donc pouvoir anticiper un peu les opérations qui s'en suivent. Avoir un suivi, donc là je suis sur la droite de mon écran, de toutes les grands rendez-vous d'une direction, donc le biannuel avec sa banque, la revue des OKR, le board avec les investisseurs, enfin toutes les grandes occurrences qui peuvent relever d'une direction opérationnelle. Euh, ce genre d'information étant potentiellement confidentiel, évidemment, ce genre de dashboard n'est à disposition que des personnes qui sont pertinentes et n'est pas partagé forcément à toute une entreprise. Une fois de plus, ça dépend du niveau de transparence recherché par l'entreprise en question. Louis, juste une petite question. Moi, je ne sais Oui. pas si c'est pareil pour vous, mais je n'ai plus à l'écran, il n'y a plus rien qui s'affiche. Bizarrement. Ah, Je peux repasser sur la slide d'avant, peut-être, s'il te plaît. euh, tu vois le recrutement là? Non. Alors, je sais pas. Est-ce que de votre côté, dans le chat, vous voyez tout Enfin, dans le chat, dans le... Ouais, vous voyez? Ok, d'accord. Ok, vous voyez les slides. Bon, ben, c'est parfait. C'est rien. C'est pas grave. Ok. C'est un bug de mon côté. Ok, bon. Non, tu fais bien de vérifier, ce serait dommage de parler dans le vide et d'écrire un truc que personne ne voit. Effectivement. Et enfin, on voit en bas d'écran du coup une vue sur les projets en cours et donc le suivi des différents chantiers qui peuvent intéresser une direction opérationnelle. Une fois de plus, l'objectif d'un board comme celui-ci est d'avoir facilement une vision globale sur tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Au niveau de la gestion des people, ce board-là, c'est un board dont je suis personnellement assez fier parce qu'il a un niveau de, enfin, il nous a fait pas mal transpirer avec Paul. C'est le suivi du staffing. Alors là, ça c'est un board qui s'adresse plus aux entreprises qui ont des problématiques liées au temps homme, donc les boîtes de consulting, les entreprises qui travaillent en mode agence ou qui dédient du temps humain à des projets. Donc l'objectif d'une vue comme celle-ci, une fois de plus, c'est d'avoir une vision globale du temps passé par chacun des employés sur des projets. Euh, L'objectif n'étant pas évidemment de les fliquer, mais de pouvoir anticiper s'il y a des besoins en recrutement, pouvoir dire bah voilà euh, sur un mois, 2 mois, 3 mois, on est sous-staffé, ben, il va falloir qu'on recrute quelqu'un en plus dans l'équipe pour pouvoir s'assurer que les projets arrivent à temps et arrivent proprement pour nos clients. Donc c'est ce qu'on pourrait retrouver sur un outil de timesheet ou de suivi du temps, euh, mais une fois de plus lié à une base globale où on va retrouver aussi potentiellement les données RH pour les équipes RH, pouvoir faire des points annuels, faire des points mensuels, enfin, avoir un peu une centralisation de toutes ces informations. Petit bonus pour nos petites têtes sur la droite. Au final, c'est bon, ça fait Euh, aussi.
Un autre use case qui, qui- que j'avais eu l'occasion de travailler avec le Scrum Master de mon ancienne entreprise Mhm. s'adresse plus spécifiquement aux équipes techniques et notamment celles qui travaillent dans un mode agile ou agiliste de manière générale, qui va permettre de retrouver toutes les informations de notre backlog, mais de notre produit de manière générale aussi, à un seul endroit. Évidemment, dans une vision idéale, on retrouverait pas forcément Burn Chart directement ici, mais plutôt dans une page dédiée. Mais ça me permet aussi de montrer ce qu'il en est. Une vue comme celle-ci permet d'avoir en un seul endroit toutes les spécifications techniques et donc s'assurer que ben, le code est bien documenté, que les maquettes sont bien à jour, que la production de visuels, par exemple, si on parle d'un outil web, soit bien calibrée, que le produit soit bien découpé aussi en Epic, en user story, etc. Mais aussi de pouvoir suivre bah, tous les tickets qui ont été soumis aux équipes de développement, que ce soit des tickets techniques, que ce soit des tickets de bugs ou que ce soit des tickets d'évolution, et pouvoir les regrouper en sprint, mettre en prod et livrer des versions, on en parlait tout à l'heure, communiquer les différentes versions d'une plateforme, la version 2.0, 2.1, 2.2, etc. En interne, évidemment, et potentiellement aussi en externe pour bah, le public adéquat. Ça permet de lier toutes ces données les unes avec les autres et d'avoir ben, un process le plus fluide possible pour ben, les product managers en question, les product owners en question, etc. Le CRM, euh, le CRM, l'objectif d'une vue comme celle-ci s'adresse plus pour les petites entreprises, on va le reconnaître. Une entreprise qui atteint une certaine taille critique aura besoin d'outils CRM phares du marché, des HubSpot, des Pipedrive, des Salesforce, etc. Mais on considère que pour les entreprises early stage, donc en création ou pour les petites PME, il n'est pas forcément nécessaire de passer par des solutions euh, coûteuses et phares du marché si on a un board Notion qui est bien créé, bien implémenté. Mhm. Ben, ce qu'on voit ici, c'est bah, toutes les entreprises clientes auxquelles sont liés des contacts sur lesquels on va retrouver, et c'est dommage que je n'ai pas plus de screenshots de cette vue-là, on va retrouver sur chaque fiche contact toutes les interactions qu'on a avec ces contacts et toutes les prochaines occurrences. Donc c'est le travail qu'on attend d'un CRM phare du marché, mais sur Notion. On va retrouver de l'autre côté toutes les opportunités. Donc c'est la vue qu'on avait vue tout à l'heure sur la direction opérationnelle, mais dédiée à nos équipes commerciales. Et donc là, on va pouvoir bah, suivre notre pipe commercial et avoir même de la donnée qui remonte. Alors là, c'est une petite intégration maison qu'on a faite avec Google Data Studio qui permet d'afficher toutes les données en temps réel et pouvoir aussi motiver et incentiver, si besoin, les équipes commerciales qui sont dédiées au projet. Et voilà pour ces 5 utilisations. Euh, Est-ce que tu veux faire des commentaires, Non, Camille? écoute, pour le moment, à voir si les personnes qui nous regardent ont des commentaires, voilà, des questions aussi peut-être. Je pense qu'on Mm, va peut-être laisser, je te laisse passer sur la slide d'après, repasser sur votre ouais. présentation à vous. Euh, Mm, ok. et puis on Bah, verra je vais ça faire d'ici. rapidement parce que voilà. Bah, je vais aller rapidement de toute façon, hein. Donc nous, on Mhm. est Startup Notion, on est tout jeune. On a été créé on va dire au deuxième trimestre de cette année, et on est 4 personnes. Et notre métier à nous, il est double. Il est donc celui d'un intégrateur Notion. Donc, à ce titre-là, on fait partie de la communauté Notion dont tu parlais Ouais. tout à l'heure, Camille. Et on est knowledge manager. Donc, on accompagne les entreprises dans la mise en place du système idéal
sur mesure, simple, etc. Donc, les 20 dernières slides finalement Voilà, c'est ça. pour nos clients. Et voilà, donc notre objectif, c'est de diviser par 2 le nombre d'outils qu'utilise une entreprise et de réduire de 20% de temps passé sur leur activité. Ce qui est assez noble, franchement. Très, très noble. Du coup, je vais vous représenter un petit peu la communauté du coup Notion en français, parce qu'on a abordé très rapidement tout à l'heure. C'est une communauté que j'ai co-créée, du coup, dont j'ai eu l'idée, et puis après, j'ai recherché des personnes qui pouvaient s'associer à moi, et on a lancé ça. On a commencé à travailler là-dessus en fin 2020, on l'a lancé officiellement en début 2021, en février 2021. On était 3 admins, et on a toujours 3 admins, même s'il y a eu un changement entre-temps. Et on a à présent aussi 5 modérateurs et modératrices. On est, du coup, puisqu'on se base principalement sur Discord, même si notre communauté se retrouve un petit peu sur différentes plateformes, sur Discord, on est déjà plus de 3000, je crois même bientôt 3200. Donc, on continue de grandir petit à petit. Et au final, c'est quand même assez rapide. On a vu vraiment une différence, notamment cette année. On a vraiment vu une croissance assez incroyable en termes du nombre d'utilisateurs, enfin de membres de la communauté, parce qu'on voit tout simplement qu'il y a énormément de personnes qui commencent à parler de Notion en français et au sein du marché francophone. Chose qu'il n'y avait pas tellement en fait en 2020 et même une grosse partie de 2021. Donc ça nous fait très plaisir. Et en fait, pourquoi cette communauté est née à la base? Pourquoi est-ce que je me suis dit tiens, on va faire ça? C'est parce que j'ai découvert Notion en 2020, début 2020, et qu'à l'époque, il y avait très peu de contenu sur Notion en français. Chose qui m'a paru étrange. Et je me suis dit, il doit y avoir des personnes qui l'utilisent déjà, c'est sûr et certain. De là, je me suis dit, bon, c'est dommage, j'aimerais bien trouver des personnes qui créent du contenu, qui ont créé peut-être des tutoriels, des formations, des choses comme ça. Et de là, est venue l'idée de la communauté pour qu'on puisse partager les bonnes astuces, les nouveautés, toutes les ressources aussi additionnelles, que ce soit des widgets, que ce soit des templates, des choses comme ça, pour pouvoir tous et toutes s'entraider et faire en sorte qu'on ait la meilleure utilisation possible de l'outil et du coup entraider les personnes qui viennent petit à petit découvrir l'outil et le mettre en place dans leur organisation perso ou pro. Voilà. Et Notion, bon, je pense que vous connaissez, mais il y a quelques petites informations ici. Je vais peut-être le relire rapidement, qui est du coup une boîte qui a été, on va dire, véritablement lancée en 2019, enfin de manière assez solide. Ça a été aussi impacté par de grosses levées de fonds à ce moment-là. Actuellement, ils sont à plus de 10 milliards de valorisation. Il y a plus de 20 millions d'utilisateurs et même ça date de l'an dernier, c'est 20 millions. Donc, je pense que là, on n'a pas de données. Je pense qu'on est un peu plus. La France fait partie du top 5 des plus gros marchés pour eux. Et ils ont été classés là récemment 23e au classement Forbes Cloud 100, donc qui fait partie des meilleurs outils en SaaS. Puisque Notion est un outil entièrement sur le cloud. Vous n'avez pas tellement de versions, il n'y a pas de version hors ligne, tout simplement. Donc, toutes vos données se retrouvent sur le cloud. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Et voilà pour notre présentation. On a encore 5 minutes, peut-être pour une question ou deux, si vous voulez mettre en commentaire. N'hésitez pas. On serait très ravis d'avoir des petites questions. Et puis d'en savoir plus sur vous aussi, du coup. Est-ce que vous utilisez déjà Notion au sein de votre organisation, pardon. Est-ce que ce soit même peut-être en perso, est-ce que vous voulez le mettre en place dans votre entreprise? Quel est votre parcours? Quel est votre background un petit peu? D'où est-ce que vous venez? Ça serait intéressant d'en savoir un petit peu plus pour qu'on puisse peut-être mieux vous aiguiller aussi. Et dans tous les cas, comme tu disais, les dashboards que tu as montrés tout à l'heure, ça va être par la suite des modèles Notion du coup que vous allez proposer. Peut-être que tu peux toucher 2 mots là-dessus. Ouais, complètement. En fait, avec Startup Notion, du coup, on a vocation à monter une grande série. Une grande, c'est ambitieux, hein, mais on voudrait pouvoir proposer des boards Notion pour tous les métiers, toutes les départements. Ça, c'est une ambition assez importante là derrière. Mais voilà, donc notre objectif, c'est de pouvoir brosser le maximum d'usages et d'être le plus exhaustif possible. Évidemment, on ne le sera jamais complètement. C'est pour ça aussi qu'on fait du sur-mesure.
Donc voilà, on a monté un certain nombre de boards prêts à l'emploi, entre guillemets, qu'on est en train de tout bien préparer, tout bien roder pour pouvoir les diffuser à partir de septembre, donc bah, après-demain, on va dire. Oui. Et voilà, donc on serait preneur évidemment des bonnes idées de tout un chacun et des retours d'expérience. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre, parce que bon, comme je disais, on est assez récent pour l'instant et on est preneur de toute bonne idée. C'est top. Je vous ai mis le lien juste en dessous de l'écran, Oh, mais c'est du génial. partage pour le site. Je vais vous mettre aussi le lien du site de la communauté. Si jamais vous ne faites pas encore partie de la communauté, on serait ravis de vous avoir avec nous, que ce soit sur où vous voulez, n'importe quelle plateforme. Encore une fois, on est beaucoup plus actifs sur Discord. C'est là où il y a le plus de discussions, notamment sur tout ce qui touche les automatisations, les formules, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. Il y a énormément d'idées qui sont partagées. Tout ce qui touche à Notion, vous serez bien accompagnés, en tout cas. Donc, voilà. Pour le moment, pas de questions. On vous laisse encore une minute, voir si quelqu'un se manifeste. Et sinon, on va vous souhaiter une bonne soirée. Ouais. En tout cas, on va certainement faire d'autres... Je lance ça comme ça, au moins on est obligé de le faire. On est obligé, on va être là. On va certainement faire d'autres webinaires ensemble là sur la fin de l'année. Carrément. On vous en dit pas trop plus, mais enfin, vas-y. Ça viendra très bientôt. Voilà. On communiquera prochainement là-dessus. Voilà. Bon, j'ai l'impression que pas de questions. Bon, tant mieux, c'est que ça a été clair. Tant mieux. Génial. Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne soirée à tous nos participants. Et puis, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Camille, sur cette chaîne-là. Et on se verra bien vite. Ouais. Merci à vous tous et à toutes. Et merci Younes, merci Delphine, super. On se retrouve très très vite. Et voilà, suivez-nous peut-être sur LinkedIn. Je pense que c'est plutôt là qu'on fera l'annonce des prochains webinaires. Donc on se retrouve là-bas, juste à chercher nos noms. Vous devrez nous retrouver. Voilà, très bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. Bonne soirée.